Bonjour à tous. Non, pas d'intro cette semaine. J'ai pas finalement eu le temps d'en faire une. J'ai été trop occupé en fin de semaine. Désolé. Ça va s'en venir pour l'Halloween, par contre. Oui, je sais. Quel dommage. J'ai aussi eu de la misère un peu à partir le stream, donc c'est pour ça que j'ai parti ça un petit peu juste. Là. À 5 minutes d'intro, ça aurait été un peu abusif. OK. Donc, cette semaine, on est en train de faire le chapitre 8. On vient de faire l'intra. Non, je ne vais pas parler de l'intra aujourd'hui parce que honnêtement, on n'a pas encore commencé à le corriger. Là. Donc, ça ne sert à rien de m'embêter avec des questions là-dessus parce que honnêtement, on ne l'a pas encore regardé. Il va falloir qu'on fasse ça plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. OK. Cette semaine, ce qu'on va faire, ça va être un peu différent de ce qu'on fait habituellement, pour le meilleur et pour le pire. Donc, comme vous avez vu depuis le dernier cours, je vois que je vois que les paysans sont aux portes du château avec leurs torches et leurs fourches à cause que j'ai pas mis l'intro. Inquiétez-vous pas, il va en avoir une autre pour jeudi. Donc, comme vous avez vu, on essaye de plus en plus dans notre groupe de pas juste faire des questions de programmation classiques du genre voici une liste, trie-la de telle façon, puis ensuite mets-la dans un fichier, puis là lis un fichier, puis double toutes les valeurs dans le fichier, puis extrait seulement celles qui sont paires. Tu sais, vous voyez le genre. Je pourrais clairement faire des questions comme ça, mais vous commencez à me connaître, fait que vous commencez à réaliser que c'est pas trop mon style. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer plus ou moins ce qu'on a commencé la dernière fois, c'est-à-dire utiliser un clavier, puis on avait la piano cam, on se rappelle de la piano cam. Puis là, ben, on va avoir aussi la manette cam, parce que cette semaine, on va utiliser la manette de jeu, puis on va faire des actions sur une manette de jeu. Fait que c'est pour ça que si vous regardez dans le README, il n'y a pas grand-chose dedans, là. Il est un peu squelettique. Euh, Honnêtement, c'est parce que ça m'a pris tellement de temps à préparer le code d'aujourd'hui que j'ai juste pas eu le temps d'écrire genre 5 pages de documentation par rapport à ça. Il aurait fallu que j'écrive des notes de cours au complet dans le README. Ça me tentait plus ou moins parce qu'à un moment donné, je peux pas passer 15 heures à préparer une séance d'INF 1007. Mais bon, je vais essayer ensuite de documenter un peu plus ce qu'on va faire aujourd'hui puis de le mettre à jour. Là. Et nous, vous êtes capable de faire des pulls de votre côté quand j'update vos repos. OK. Fait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En gros, le but de l'exercice qu'on va faire, c'est d'utiliser la manette pour jouer de la musique. Donc, avec les boutons d'une manette, dans mon cas, c'est une vieille manette de Xbox 360, même pas originale là, que j'ai, là, c'est genre un third party pas bon. Là. On va utiliser la manette, avec ça, on va jouer des accords, on va jouer des notes sur les inputs de boutons de la manette. Donc, c'est pour ça que la manette cam va devenir utile. Pour arriver à ça, mettons juste être capable de jouer un accord quand j'appuie sur A. Pour arriver à ça, il y a plusieurs étapes à suivre. Tout d'abord, il faut comprendre qu'une manette, c'est un appareil d'entrée. Hein? Fait qu'on est dans le chapitre 8. Chapitre 8, c'est quoi? C'est des entrées-sorties. Entrées-sorties, on va surtout parler des fichiers, mais des entrées-sorties, comme vous l'avez vu dans les quelques premières slides des notes de cours, ça peut être bien des choses. Un clavier alphanumérique, je veux dire, c'est une entrée. Une manette de jeu, c'est une entrée. Un clavier MIDI, hein, un clavier musical, comme on a utilisé la dernière fois, c'est aussi une entrée. Et ces choses-là peuvent aussi être des sorties. Fait qu'on va commencer par comprendre c'est quoi la relation entre ces choses-là. Ensuite, on va comprendre c'est quoi les formats de fichiers qu'on va utiliser, parce qu'on va quand même utiliser plusieurs formes de fichiers, plusieurs structures de fichiers qui vont nous permettre de faire ce qu'on veut. Puis enfin, on va utiliser des callbacks, comme on l'a fait la dernière fois, mais là, ça ne va pas être des callbacks asynchrones, ça va être des callbacks dans un dictionnaire qu'on appelle manuellement dans notre propre boucle. Et enfin, tout ça, c'est ce qui va nous permettre de jouer de la musique à l'aide d'une manette de Xbox ou de n'importe quelle manette. C'est juste que dans mon cas, c'est la seule que j'ai. Je ne peux pas garantir que le code qu'on va écrire aujourd'hui fonctionnerait avec une autre sorte de manette. Mais bon, ça, c'est juste du gossage.
All right. Donc, tout d'abord, association MIDI-notes et accords. Fait que, on a vu la dernière fois, OK, on a associé des noms de notes, c'est des noms en français ou des noms en anglais, à des numéros MIDI. Fait que ça, on sait déjà comment faire ça. On a déjà le code pour ça. On va réutiliser du code du chapitre 7.2. Fait que ça va. Il va quand même falloir l'adapter, par contre. Puis nous, on avait quelque chose qui ressemblait à ça dans notre main, dans le chapitre 7.2, c'est-à-dire on avait mis une liste dans une variable avec les noms anglais, une liste dans une variable avec les noms français, puis ensuite un dictionnaire des accords avec les notes associées à ceux-ci. C'est bien. Le problème, c'est que ça, c'était dans notre code source. D'avoir des données comme ça directement dans le code source, même si c'est ça qu'on fait depuis le début de la session, parce que maintenant, on fait des exercices de genre 50 lignes, puis c'est pas super important, c'est pas super efficace de le faire comme ça. D'habitude, on va plutôt mettre ça dans des fichiers. Puis si vous avez vu vos notes de cours, vous avez probablement remarqué que le fichier JSON a une association à peu près 1 à 1, une correspondance à peu près 1 à 1 entre les dictionnaires, les listes, le Python et le format de JSON. Fait que plutôt que d'avoir ça dans des variables ici, ces variables-là, on va les loader à partir d'un fichier JSON qui a l'air de ça. Donc, j'ai mon fichier JSON au complet, c'est un dictionnaire. Ici, comme on peut voir. Je vais juste faire comme ça. C'est un dictionnaire. Puis English Names, ben, plutôt que d'être une variable dans le code, ben, c'est une clé dans un dictionnaire. Puis l'élément qu'il y a ici, c'est une liste. Fait qu'un fichier JSON, sans trop rentrer dans les détails, parce que honnêtement, genre, ça ne sert à rien de vous l'expliquer, vous pouvez lire la documentation sur Internet. C'est des objets qui sont soit des strings, des nombres, des listes ou des dictionnaires. En JSON, ça ne s'appelle pas nécessairement des listes et des dictionnaires, ça va s'appeler des objets et des arrays. Donc, des objets étant des dictionnaires, des arrays étant des listes. La terminologie n'est pas super importante dans nos utilisations d'aujourd'hui. Fait qu'ici, English Names, c'est une clé qui est une string, puis sa valeur ici, ça va être une liste. Même affaire ici, Solfeggio Names, sa valeur, c'est une liste. Puis ensuite, mes accords. Donc, le contenu de cette variable-là, la valeur de accord, c'est un dictionnaire dont chacun des éléments est un nom d'accord avec une liste de notes qui est à l'intérieur. Donc ici, on remarque que j'ai mis les notes réelles et non pas les notes de l'octave. Donc j'ai mis, mettons, Do 3, Mi 3, Sol 3. Autrement dit, Do majeur à l'état fondamental. Fait que si j'ai mis mes renversements à la main dans l'octave que je veux. C'est comme ça qu'on va le faire aujourd'hui. Parce que ça va être plus simple comme ça que d'essayer de générer nous-mêmes les renversements. Puis ça va rajouter du code qui ne sert pas à grand-chose. Ça va être juste de la musique et puis de la programmation. Fait que ici, Fa majeur, même affaire, Do, Fa, La. Autrement dit, Fa en deuxième renversement. Sol majeur en premier renversement et La mineur en premier renversement aussi. Alright. Fait que ça va être le contenu de fichier JSON. En loadant ça, ça va nous permettre d'obtenir toutes ces données-là. Fait que si j'ai besoin de changer mes données, par exemple, donc je veux rajouter des accords. Là, ici, j'en ai 4 accords qui sont 1, 4, 6, 5 dans le ton de Do majeur. Si j'avais voulu, si j'en voulais plus, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, je pourrais rajouter, mettons, le Ré mineur, là, qui est l'accord 2. On pourrait le rajouter dans le fichier. Je n'ai pas besoin d'aller modifier mon code source, ce qui est habituellement une bonne chose. Si je ne modifie pas mon code source, je modifie juste des fichiers. De 1, ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire des commits sur mon code source juste pour des données. C'est bien. Mais de 2, ça veut dire que je pourrais reloader dynamiquement ces accords-là en mettant un peu de code approprié à l'intérieur de mon code source. On ne va pas le faire aujourd'hui parce que vous comprenez le principe que je fais juste reloader le contenu de mon fichier puis je refais des opérations d'initialisation, mais au milieu de mon exécution. Donc, c'est ce que utiliser des fichiers nous permet de faire plutôt que de tout mettre directement dans le code source. OK. Vous savez quoi? On va commencer par faire ça juste pour se réchauffer, parce que ça, je sais que c'est des choses que vous allez comprendre tout de suite, vu que ça n'a pas vraiment rapport avec la musique, ça n'a pas rapport avec les manettes, le MIDI, tout ça. C'est juste être capable de prendre le contenu de ça, puis de remettre ça dans les variables de la même façon qu'on a ici. OK. Donc, on va aller dans notre exercice. Fait qu'ici, Note names, MIDI to name, name to MIDI, chords. Donc ça ressemble à ce qu'on a fait au chapitre 7.2.
Note names ici, c'est le contenu. Fait que là, ici, mon JSON, il est là en passant. Donc, mon JSON, si vous voyez, là, il est, je peux vous le montrer dans ici. Donc, voyez-vous, ça, c'est c'est le top level de mon repo. Vous voyez que j'ai mon exercice.py, j'ai mon fichier de projet et j'ai mon JSON au même endroit. Si mon JSON, mon ini, les autres trucs que je vais utiliser sont dans le même dossier que le dossier courant, donc sont dans le dossier courant. Le dossier courant, dans notre cas, ça va dépendre de votre environnement. Je sais que Visual Studio, il met le dossier courant quand il part l'application dans le dossier du projet. Fait que là, étant donné qu'on a tous ça au même endroit, ça va faire ça. Si je roule directement exercice.py dans une console, le dossier courant, ça va être le dossier courant de la console. Le point étant que dans ce cas-là, le nom de mon fichier, comme vous l'avez probablement remarqué à travers votre projet 2, si vous avez un peu inspecté le code qu'on vous fournissait, j'ai juste besoin d'utiliser, par exemple, notes.json comme nom de fichier. S'il était dans un dossier en dessous, j'aurais probablement mis, mettons qu'il serait appelé, j'aurais mis un dossier assets, j'aurais mis assets/json. Petite parenthèse là-dessus, quand vous travaillez en Python, vous vous arrangez pour que tout ce que vous fassiez soit multiplateforme. Ceci étant dit, généralement, les interpréteurs, puis c'est même le cas dans les librairies standards de C++ puis de Java, tout ça, si vous utilisez le / comme ça, donc si vous utilisez le / comme séparateur de dossier dans vos noms de dossier, ça va marcher même si vous êtes sur Windows. L'interpréteur ou la librairie standard, si vous êtes dans un autre langage, va faire la traduction entre les paths à / et les paths natifs. Donc, les paths natifs en Windows sont avec des backslash. On ne va pas trop s'occuper de ça. On va peut-être plus s'occuper de ça au prochain cours. Oui, c'est ça. Si vous faites backslash, n'oubliez pas que le backslash en Python, c'est le caractère d'échappement. Fait que si vous voulez mettre un backslash, mettons que vous voulez mettre un retour de ligne en Python, vous faites \n. Parce que \n, c'est le caractère d'échappement. Donc, si vous voulez mettre un backslash, vous devez faire \\. \\, ça fait un backslash. Autrement dit, j'ai escapé, j'ai échappé la barre oblique inversée ici. C'est pour ça, entre autres, que typiquement, on va utiliser directement les /. La majorité des interpréteurs et des environnements vont l'interpréter correctement et ça nous empêche d'avoir besoin de mettre des backslash partout puis de devoir tout échapper. Mais des fois, quand on est sur Windows à la main, on va les mettre quand même. All right. Donc, je vais commencer par loader tout mon fichier. Fait qu'ici, là, le contenu de tout ce dictionnaire-là, je vais tout simplement le loader. Comment je fais pour loader ça? Je pourrais regarder, ben là je le sais par cœur, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais si vous regardez dans vos notes de cours, puis vous regardez sur Internet, vous avez vu qu'avec json.load et json.dump, vous êtes capable de faire le chargement et la sauvegarde, respectivement, des dictionnaires et des structures de données en format JSON. Donc, ici, je vais l'appeler, mettons, notes data. Notes data, ici, j'ai fait mes imports comme il faut. Cet import-là n'est pas nécessaire. Donc, j'ai mis JSON, j'ai mis CSV. On ne va pas se servir de CSV aujourd'hui. J'ai mis Mido. Ici, je peux l'enlever parce que je l'ai mis 2 fois. Mido input, ça, c'est pour le clavier MIDI et la manette, respectivement. Time, on ne va probablement pas s'en servir non plus. OS, ça, c'est pour être capable de manipuler directement les fichiers. Et enfin, config parser, ça, c'est pour les fichiers ini. On va y venir plus tard. Donc, json.load. Puis qu'est-ce qu'il faut que je passe à .load? C'est un fichier, donc pas le nom d'un fichier, mais un fichier qui est ouvert. Vous pouvez faire le open directement ici. Donc, directement là-dedans, je pourrais faire le open comme ça. Puis là, je mettrais mon nom de fichier. Fait que mon nom de fichier, c'est notes.json. Comme je vous dis, je suis dans le dossier courant, pardon. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de ./ ou de ./, etc. J'utilise des paths relatifs et j'ai directement mon fichier dans le même dossier. Fait que ça va. Je veux l'ouvrir en lecture parce que moi, je veux charger des données. Fait que c'est sûr que je ne veux pas aller le modifier. Puis ensuite, il faut que je fasse attention au reste des options. Donc, mon
fichier ici, on peut voir que j'ai des accents dedans. Dès qu'on a des accents, donc dès qu'on n'a pas juste des lettres sans accent, autrement dit, si on n'a pas juste des caractères ASCII, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'encodage. Vous l'avez probablement déjà remarqué, juste en regardant des exemples, que des fois, il y a des gens qui parlent du TF8, qui parlent d'ASCII. ASCII, ça, c'est les caractères de base, donc ceux pour lesquels on n'a pas vraiment besoin de se préoccuper de l'encodage, parce qu'il y a moins de... C'est les 127 premières lettres de l'ensemble des caractères Unicode, oui. Mais dans ce cas-ci, il faut y faire attention. Fait que je le sais que mon fichier, je l'ai encodé en UTF-8. C'est habituellement le format d'encodage qu'on va utiliser parce que c'est le plus robuste, disons, et que celui qui supporte à peu près tout. Donc ici, je vais mettre dans l'ouverture de mon fichier, donc pas à l'intérieur de JSON.load, mais dans l'ouverture de mon fichier, je vais lui spécifier l'encodage UTF-8. Je sais que sur les machines Linux, sur la majorité des distributions Linux, l'encodage par défaut va être UTF-8, mais ce n'est pas nécessairement le cas sur Windows. Souvent, l'encodage par défaut sur Windows, ça va être la page de code Windows 1252. Là. Bref, une extension des caractères ASCII. C'est pas ça qu'on veut UTF-8. C'est pour ça qu'ici, je mets encoding UTF-8. Ensuite, dans mon load, c'est quoi d'autre que je peux mettre? Pour loader, je n'ai pas besoin de mettre autre chose que ça. Donc, ici, on va juste le laisser comme ça. Si j'avais besoin de sauvegarder, il y a des options de plus que je pourrais mettre qui sont, par exemple, l'indentation. Si je veux qu'il formate ça de façon plus ou moins lisible, je peux lui dire d'indenter ou pas. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas notre cas, on veut juste charger. OK. Qu'est-ce que notes.data va contenir? Bien, on va tout simplement débugger, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Voyez-vous, peut-être que mon fichier, finalement, il ne s'est pas encodé comme il faut. Oh yeah! Ça, c'est une autre chose que j'ai faite. Je me suis rajouté ici des petits widgets. Donc, si vous regardez ici en bas de l'écran, il y a nombre d'erreurs. Donc, à chaque fois que j'exécute du code devant vous qui ne marche pas, donc si je fais une erreur devant vous, on va juste comme incrémenter le petit compteur. Non, vous ne pouvez pas l'incrémenter dans le chat. On va peut-être faire ça au chapitre 9, essayer d'écrire un chatbot. Donc ici, quand je fais une erreur devant vous, ben, je vais augmenter le compteur d'erreurs. Comme ça, on va savoir à quel point je fais des niaiseries devant les élèves. Et j'ai même un petit timer que je peux partir ici. Je ne sais pas trop à quoi c'est utile, mais ça me tentait d'écrire bien du JavaScript et de faire du Ajax, fait que j'ai un petit timer. Si jamais on a besoin de speedrun un exercice, là, on va être capable de se timer. N'est-ce pas merveilleux? Alright. Donc, t'es-tu procuré un Stream Deck? Non. Je pourrais peut-être faire ça la session prochaine si quelqu'un me laisse en acheter. Alright. Aux choses sérieuses, là, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alright. Donc, juste aller vérifier si mon fichier est bien encodé. Non, il ne l'est pas. Il est encodé en ASCII. Et voilà. Donc, on refait ça. Donc ici, Notes Data, qu'est-ce qu'il va contenir? Fait qu'ici, je vais le regarder ici, c'est un petit peu plus clair. Fait qu'ici, il contient English Names, Solfeggio Names, Chords. Bref, il contient ce qu'il y avait dans le fichier. Puis vous pouvez voir que la syntaxe d'un JSON ressemble pas mal un à de la syntaxe en Python. En fait, la syntaxe est compatible. Si je prenais exactement le contenu de mon fichier JSON, puis je mettais ça dans mon code source en C++, donc si je faisais un copier-coller comme ça ici, puis au lieu de mettre ça de même, je mettais ça genre de même, ça marche, parce que la syntaxe est compatible. Puis oui, c'est un peu fait exprès. Alright? Fait que les noms de mes notes, bon, pour le bien d'aujourd'hui, on a clairement utilisé les notes en français. Fait que ici, je vais loader dans Note Names Solfeggio Names, donc les notes de solfège, plutôt que de loader des notes en anglais.
Notes.data est bel et bien juste un dictionnaire. Fait que ici, je peux juste faire notes.data, puis j'accède à l'élément dont j'ai besoin. Donc, solfeggio name comme une string. De même, MIDI to name, names to MIDI. Je vais réutiliser la fonction que j'ai faite la dernière fois, celle qui prend le nom des notes et qui demande si on met les octaves. Dans notre cas, on veut mettre les octaves, fait qu'on n'a pas besoin de mettre le deuxième paramètre. Le nom de nos notes, ben, c'est ce qu'on vient d'extraire ici, donc ça va être une liste. Si vous regardez ici, vous voyez que dans le JSON, c'est encodé, c'est écrit avec un crochet, donc ça fait une liste. En JSON, il n'y a pas de tuple. La différence entre tuple et liste n'existe pas. Une séquence d'objets, c'est une liste, ou en fait un array. Fait qu'on ne peut pas mettre vraiment des tuples. Si on essaye d'encoder un tuple dans un JSON en Python, ça va le mettre sous forme de liste. Donc, avec les crochets comme ça. OK. Ensuite, les accords. Ben, les accords, ça va être tout simplement le contenu de ce dictionnaire-là, qui est l'élément chords. Donc, ici, notes, data, chords, en string comme ça. Et voilà. On voit qu'est-ce que ça donne. Donc ici, MIDI to name, ben en effet, on voit que Do 0 est 12, Ré bémol 0 est 13, etc. Fait que ça, c'est bon, on a les bonnes choses. Names to MIDI, en effet, on a la même chose, mais inversée, donc la relation inverse. Et chords, on a bel et bien Do majeur qui est Do mi sol, Fa majeur, etc. Fait que so far, so good. OK. Ça, c'était la première étape pour aujourd'hui. Une fois qu'on a ça, maintenant, ce qu'on veut, c'est quand j'appuie sur un bouton de la manette, on va garder ça simple pour l'instant. On va dire, quand j'appuie sur le trigger, donc pas sur le trigger, mais sur le bouton de droite, donc celui qui est au-dessus du trigger, donc le RB sur Xbox, puis j'ai envie de dire le R1 sur PlayStation, mais peu importe. Vous comprenez, le bouton qui est comme ça. Mettons, je voudrais que ça joue la note Do sur une octave quelconque. Mettons Do 4. La première chose que je pourrais faire, c'est tout simplement, ici, là, je prends la petite boucle que j'ai faite là. Donc ça, c'est le reste de mon main. Ici, j'ai défini des fonctions. On va s'en occuper tantôt. Pour chaque événement dans Gamepad Read, donc Gamepad, c'est un truc que j'ai pris de la librairie Inputs. Faites juste comprendre que quand vous faites inputs.devices.gamepads entre crochets un numéro, ça vous donne le gamepad qui a ce numéro-là dans la liste. Fait que c'est juste ça. Moi, j'ai juste une manette de plugger en ce moment, donc j'ai juste un élément 0. Puis ensuite, j'ai des outputs MIDI. Donc la dernière fois, on avait utilisé des inputs MIDI. Là, on va utiliser des outputs et des inputs. Donc le input MIDI, en fait, ici, je m'en servirai même pas. J'ai mis mon clavier, donc le UM13, en fait, c'est juste le nom de l'adapteur pour mon clavier. Puis ensuite, j'ai mis un adapteur virtuel. Ça, c'est pas nécessaire pour vous. Ça, je l'ai fait pour moi parce que je veux que mon clavier physique, celui qui est à côté de moi, produise le son. Mais je veux aussi que ça puisse s'afficher à l'écran. Donc, quand je vais le faire jouer devant vous, que ça puisse aller à Synthesia juste pour que la piano-cam fonctionne. Mais c'est un exercice où là, on devrait avoir plusieurs outputs MIDI. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le cours il est dense. Essayez de suivre. Je vais essayer de pas trop parler puis d'aller un peu plus vite. Alright. Donc là, ici, je pourrais dire, mettons que je fais juste rouler ça. Je vais mettre tout le reste en commentaire qu'il y a là. Qu'est-ce que je dis? Je dis pour toujours, donc while true, ça fait une boucle infinie. Pour chaque événement dans Gamepad.read. Gamepad.read, ça donne la liste des événements qui sont en attente de traitement. Donc, si j'appuie sur un bouton, ici, E, ça va me donner un événement qui représente un bouton. Puis là, ici, je dis, bon, du gossage de inputs pour filtrer un peu les messages. Là. En gros, je dis, si le code n'est pas dans cette liste-là, puis cette liste-là, ça représente le joystick. Ma manette est vieille et fatiguée, donc même au repos,
elle envoie tout plein de messages sur le joystick, parce que c'est comme si le joystick, il était tout le temps en train de bouger. Comme je vous dis, mon stock est un peu vieux. Fait que bref, je fais juste filtrer ça, puis là, j'imprime c'est quoi le type, le code et l'état. Donc, l'état d'un bouton, ce serait 0 quand il est relâché et 1 quand il est appuyé. On va voir de quoi ça a l'air. Donc là, voyez-vous, j'ai ça. Pour le bien de ça, on va passer à la piano cam. Oui, il y a toujours un jingle qui joue quand on passe à la piano cam. Donc, mettons que j'appuie sur le bouton A. Inputs, il a décidé que, le gars qui a écrit ça a décidé que c'était une bonne idée de dire que le bouton A c'était SAS, puis que ça ici, dans le fond, c'était une. Excusez, je vais bouger un peu ma caméra. C'est moi si ça donne le vertige. Ouais, fait que ça c'est genre nord, sud, est, ouest, là, finalement. Fait que là, vous pouvez voir que quand j'appuie dessus, ça fait 1, puis quand je relâche, ça fait 0. Puis même affaire pour les boutons qu'il y a ici, donc 1 et 0, 1, 0. Ce bouton-là, je sais qu'il commence à être fatigué, donc il fait tout plein de... Ah, là, il fait pas trop... Ouais. Il fait bien des faux positifs, celui-là. OK. Fait que c'est beau, on a une manette qui fonctionne. Ça, c'était juste, là, j'ai pris ça dans la documentation d'inputs. D'ailleurs, cette librairie-là n'est pas super bien documentée. Il a fallu que j'aille lire le code source pour comprendre c'était quoi les numéros de boutons puis qu'est-ce qu'ils représentaient. Là. Bref, faites juste essayer de suivre pour aujourd'hui. Alright. Donc ici, qu'est-ce que je voulais? OK. Mettons que ce que je veux, c'est que si j'appuie sur A, ça joue une note. Bon. Pour jouer une note, je vais juste... On n'a pas besoin de trop gosser avec ça. Là. En gros, il faut construire un message MIDI qui est un note on, puis l'envoyer aux outputs. Fait que mettons que je crée un message MIDI ici. Puis mettons if e.code égale, puis on avait dit c'était btn south comme ça. Je veux, mettons, je vais commencer juste par faire un A ici. Fait qu'ici, je vais juste mettre ça en commentaire. On va faire print A de même. Puis on va voir comment ça marche. OK. A, A, A. Là, on voit qu'il fait 2 fois. Une fois pour appuyer, une fois pour relâcher. Mais c'est bien qu'on ait les deux, parce que ça veut dire qu'on est capable de faire le note on, donc appuyer sur la note quand on appuie sur le bouton, puis enlever la note quand on relâche le bouton. OK. And e.state. Donc le point code, c'est la string qui représente le bouton lui-même, puis le state, c'est 0 ou 1 qui représente est-ce qu'il est appuyé ou il est relâché. And state égale 1 ou on va le convertir en booléen, c'est un petit peu plus fun. Donc, A on, mettons. Puis ici, not A off. Donc là, vous pouvez voir. Et voilà. OK. Maintenant, si je veux jouer une note. Une note, en gros, c'est... On construit un message. Donc, un message, ça va être mido.message. Ça, bien sûr que vous n'avez pas besoin de savoir ça. Il faut juste aller regarder dans la documentation. C'est écrit quand même assez tôt. Mido est bien documenté, comme vous avez pu le remarquer la dernière fois. Il y a quand même pas mal d'exemples. Fait que ça, c'est pas si pire. Donc, message. Donc, le type de mon message, c'est note on. Ça, je le sais par cœur, mais vous regardez dans doc puis vous le trouvez. La note, je vais mettre, je sais pas moi, Do4, mais je sais pas par cœur c'est quoi le numéro de Do4, mais j'ai name to MIDI ici que je peux utiliser. Donc, je fais name to MIDI, Do4 comme ça. Puis après ça, il faut que je donne une vélocité, fait qu'on va y mettre, mettons, 80. Égale 80.
De même. Puis ça va construire le message. Puis ensuite, si je veux l'envoyer, je vais passer à travers ma liste des outputs, puis je vais l'envoyer sur chaque output. Donc for, mettons O in ready outputs, O.send, message. Fait comme ça va envoyer non seulement à mon clavier virtuel qui permet d'afficher les notes à l'écran, mais aussi sur mon clavier physique qui va permettre de jouer la note avec le son. OK. Je fais la même chose pour l'autre ici, sauf qu'ici je mets off, puis ici au lieu de mettre note on, je peux soit mettre note off ou je peux mettre note on avec une vitesse de 0. C'est ce que je vais faire parce que je sais que mon clavier fait la même chose. Fait qu'on sait que ça fonctionne. Fait que ça s'exécute quand j'appuie sur le bouton, puis ça s'exécute quand je relâche le bouton. Autrement dit, quand le state est à 1, quand le state est à 0. Alright, on essaye ça. Juste m'assurer que ça s'affiche bien. Oui, ça s'affiche bien. En passant, il y a un délai sur la caméra, sur la manette cam. C'est à cause du setup que j'ai. C'est une GoPro à travers un adapteur HDMI USB. C'est pas... faites juste comme accepter le délai. Il aurait fallu que j'achète une webcam à basse latence, mais j'en ai pas une. All right. On a ce qu'il faut. OK. Oui. C'est une GoPro. Non, mais c'est une GoPro 3, là, on s'entend, c'est une Hero 3 que un de mes amis m'a passé, que j'ai plugué en HDMI, puis ensuite à travers un adapteur USB. Alright. Maintenant, là, ce que je voudrais, c'est me bâtir un callback. Donc, plutôt que d'avoir à écrire ça de même là, pour toutes les notes, on s'entend que ça n'a pas de sens. Il faut que je sois capable de générer ça automatiquement pour chacune des notes que je reconnais. Ici, il faudrait que je sois capable de construire une série de callbacks, donc en fait 2 callbacks, à partir du nom d'une note, de son numéro MIDI et des outputs vers lesquels il faut que ce soit envoyé, une fonction qui doit être appelée lorsque j'appuie sur le bouton, puis une fonction qui doit être appelée lorsque je le relâche. C'est un peu comme on a fait la dernière fois. Hein. Vous vous rappelez, quand on appuyait sur les touches du clavier, ça appelait des fonctions dans notre code en Python, puis c'est à partir de ça qu'on était capable de détecter, par exemple, c'était quoi l'accord, puis c'est quoi la note, etc. On va faire quelque chose de similaire, mais là, ça va être le contraire, c'est le bouton de la manette qui va envoyer vers le clavier. Fait que si je veux 2 callbacks, je veux un callback qui fait le note on de cette note-là. Donc ici, build note callback, ça va me retourner 2 fonctions pour une note en particulier et des inputs en particulier. La première fonction retournée, c'est celle qui doit être appelée quand j'appuie, puis celle qui doit être appelée quand je release. Autrement dit, il y en a une qui fait le note on, l'autre qui fait le note off. Comment je ferais ça? J'ai besoin de 2 fonctions. Fait qu'ici, je vais me faire des fermetures lexicales. Donc, on sait comment faire des fermetures lexicales. Fait qu'ici, je vais utiliser le même nom que j'ai là. Donc, j'y mets pas d'argument. Donc, on va assumer que les fonctions qu'on passe, c'est les fonctions qui doivent être appelées, peu importe les arguments. J'aurais pu aussi dire de passer les outputs à la fonction à chaque fois, mais pour simplifier le travail aujourd'hui, on va le faire comme ça. Donc, ça... Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de faire exactement la même chose que j'ai faite là. Donc, je construis mon message. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre les if dans ce cas-ci parce que j'assume que si la fonction est appelée, c'est parce que je suis dans le bon état. Donc, je construis mon message, je fais mon note on, mon note égale name to MIDI. Donc, note, ça, c'est un attribut de message. Name to MIDI, ben là, au lieu d'être do4, ça va être quoi? Ça va être le nom de la note qui est passée en paramètre ici. Donc, c'est celle-là qui est là. Puis vélocité, on va la laisser à 80 parce qu'on s'en fout un peu. On va le mettre comme une constante ici. Velocity égale 80. Comme ça. Puis ensuite, même affaire, pour chacun des outputs dans ma liste d'outputs,
je dois afficher, je dois envoyer le message. OK? Fait que là, j'ai généré ma fonction FNPress. Donc, on réalise qu'ici, la fonction va avoir un certain état quand elle est retournée. Puis, elle va s'appliquer ici seulement avec notre name qui a été passé. Donc, on se rappelle comment fonctionnent les fermetures lexicales. Je vais faire la même chose, mais pour envoyer le note off. Donc, je vais faire ça. Je peux soit mettre un note off ici, je peux mettre un note on à 0. Ça revient au même. Puis ici, je vais l'appeler released. Et je les retourne dans un tuple. Donc, on se rappelle que quand on fait un return avec une virgule, ça fait juste retourner un tuple. Fait que là, ici, je vais avoir un tuple de 2 fonctions. Alright. On va se servir de ça juste pour simplifier le petit code qu'on a fait ici. Fait que mettons pressRel égale build note callback. Build note callbacks ici. Puis qu'est-ce qu'on passe? Ça va être, mettons, le nom de la note. Donc ici, je sais que c'est Do4, le nom de ma note. Ensuite, mon name to MIDI pour qu'il sache c'est quoi la relation entre le nom de la note et le numéro MIDI. Puis mes outputs, ben, c'est ceux que j'ai déclarés avant, c'est-à-dire mon clavier virtuel et mon clavier physique. Fait que là, ici, j'ai 2 fonctions que je peux appeler. Fait que plutôt que de mettre tout ça ici, je peux tout simplement faire press de même. Et je peux faire rel comme ça. En espérant que je n'ai pas fait une niaiserie, auquel cas, il va falloir incrémenter le compteur d'erreur. Donc, on voit que ça va bel et bien jouer le Do4. Alright, fait que là maintenant, j'ai plus besoin de réécrire le code d'écriture de message à chaque fois pour chacune des notes, ce qui est un peu pénible. J'ai juste besoin de, comme ça, comme ça ici, je construis mes callbacks à partir du nom de ma note. Alright. Maintenant, j'aimerais être capable de faire ça, mais comme automatiquement, à partir d'un fichier. Puis là, c'est pour ça que je vais introduire un nouveau type de fichier, qui est les fichiers ini. Donc, on a vu les JSON. Donc, on a vu les JSON, ça. Vous avez vu les CSV dans le projet 2. Ben, indirectement. C'était un fichier CSV, mais on ne vous demandait pas nécessairement de le manipuler directement. On vous fournissait le code. Mais bref, vous avez compris. Vous avez vu mon note de cours. Pickle, on va peut-être plus... Puis les fichiers binaires, on va peut-être plus travailler ça la prochaine fois. Mais un autre truc qui est vraiment populaire et qui est pourtant extrêmement vieux, c'est les fichiers ini. Donc, les fichiers ini comme ça. Puis vous pourriez me dire, ouais, mais c'est bien vieux cette affaire-là. Il me semble que je voyais ça dans des vieux fichiers de config sur genre Microsoft Windows 95 ou quelque chose de même. Là. Ça, c'était genre pour les clés de registre. C'est encore utilisé. Si vous regardez dans les dossiers de configuration de vos jeux préférés, donc mettons que je regarde ici dans mon save file de Witcher, j'ai un input.settings. Donc, on pourrait se dire, ah, ça, c'est ce qui va contenir le mapping de mes touches avec les actions qui doivent être faites dans le jeu. C'était un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. On veut mapper une touche à une action. Bien, si on regarde de quoi ça a l'air à l'intérieur, non, il n'aime pas ça parce que Visual Studio ne le reconnaît pas. Si on regarde de quoi ça a l'air, puis ici, je mets le... Et voilà. Ben, dans Witcher, qui est un jeu de genre 2015, l'association entre les touches et les actions, c'est un fichier ini, tout simplement. Fait qu'on va faire la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire on a une section entre crochets, donc on a une autre section, puis ensuite on a des clés égales une valeur. Fait que c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait que ici, c'est comme ça qu'on va le faire. Donc, j'ai une clé. Donc, Gamepad, ça va être le nom de ma section parce que ça, c'est pour tous les boutons qui ont sur mon Gamepad, donc mon contrôleur de jeu. Je mets le nom du bouton comme il est dit dans Inputs. Puis ensuite, je mets soit le nom d'une note ou le nom d'un accord. Là, pour tout de suite, on va mettre juste le nom d'une note. Fait que ici, je vais mettre, mettons, Button South, qui va être Do4. Et, je sais pas moi, Button East qui va être égal à
et sol 4. Quelque chose de même. Comment je vais faire pour loader ça? On va ici dans Load Input Mappings. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par loader un parser, donc la librairie config parser, qui fait partie de la librairie standard de Python. Donc ce n'est pas un package que vous avez besoin d'installer à part pour la majorité des distributions. Vous créez votre parser. Encore là, ce n'est pas des trucs à savoir par cœur, c'est juste regarder de la doc. Ce qui est genre 80% du chapitre 8. Là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en lisant les notes de cours, puis en regardant les vidéos de Benjamin, mais c'est comme 80% de la job dans le chapitre 8, c'est aller regarder la documentation de Python pour savoir comment ouvrir votre fichier puis comment le manipuler. C'est pas mal juste ça. Alright? Maintenant, je vais lire mon fichier. Donc ici, j'ai passé mon fichier en paramètres avec toutes les bidules dont j'ai besoin pour être capable de construire mon mapping. Puis la section Gamepad, ça va être config Gamepad. Donc config, c'est un peu comme mon fichier, si on veut, c'est le fichier au complet, mais il agit comme un dictionnaire. C'est ça qui est le fun avec les trucs de fichiers en Python. Quand vous lisez des JSON, ce qui vous retourne, c'est carrément des dictionnaires et des listes, donc brut. Puis quand vous utilisez config parser pour les fichiers ini, ça vous retourne des pseudo-dictionnaires. Donc ici, on peut voir que si je fais config crochet dictionnaire, autrement dit config étant la variable représentant mon fichier au complet, puis ici, Gamepad représentant la section Gamepad, ben, ça me donne tout ce qu'il y a à l'intérieur de la section Gamepad. Puis ce qu'il y a à l'intérieur, ben, c'est des associations clés-valeurs. Donc si je reviens ici, alright. Puis là, je peux faire, là, je me crée un objet, un dictionnaire vide, pour chaque input dans la section de Gamepad. Donc, autrement dit, pour chaque clé dans le dictionnaire de Gamepad. Là, vous voyez, pas mal tout revient à des listes ou des dictionnaires. C'est ça, en programmation, c'est des structures de données qui reviennent tout le temps. Des listes, des dictionnaires, des arbres, etc. Le nom de l'action, c'est la section. C'est ça, là. Ça, c'est ma section. Donc, ma section, c'est config Gamepad. Puis quand je suis à l'intérieur de ma section, si je veux obtenir une valeur en particulier, ben, j'utilise la clé qu'il y a là. Donc, la section entre crochets, la clé va me donner la valeur. C'est juste des dictionnaires. Fait que ça, le nom de l'action, c'est ce que j'ai ici. Mettons Do4, ça va être le nom de mon action. Là, ce que je veux, c'est construire des callbacks appropriés pour l'ajouter au mapping. OK. Fait que si le nom de mon action, c'est une note, parce que ça pourrait être une note, ça pourrait être un accord, ça pourrait être quelque chose de custom. Mettons que c'est une note. Comment je sais si le truc est une note? La façon la plus simple, c'est tout simplement vérifier, est-ce que le nom de l'action, tu sais, le truc qu'il y a là, ça correspond à quelque chose, une clé qu'il y a dans Name to MIDI. Autrement dit, si ça, c'est dans Name to MIDI, c'est parce que c'est une note. Do majeur, c'est pas une note, c'est un accord. Il n'y aura pas de Do majeur dans Name to MIDI, mais il va y avoir un Do 4, puis il va y avoir un Sol 5, etc. Fait que si mon nom d'action est à l'intérieur de mon Name to MIDI, alors j'ai une note, puis je dois construire mes callbacks qui jouent les notes. OK? Fait que je vais construire, comment je construis mon callback? J'appelle cette fonction-là. En fait, je vais juste tout simplement réutiliser le code que j'ai mis là. Donc, je vais réutiliser ça. On va juste s'assurer que les noms de paramètres sont les mêmes. OK, c'est beau. C'est pas parce que c'est important, c'est juste parce que j'ai fait du copier-coller. Le nom de ma note, ben, c'est pas Do4, c'est le nom de l'action. Donc, le nom de l'action, si je veux un contrôle, une action, donc une clé, une valeur, la valeur, c'est le nom de la note. Donc, ici, je mets action name. Puis ça va me construire le callback qui joue la note quand on appuie et qui relâche la note quand on relâche. All right. Qu'est-ce que je fais avec? Ben là, il faudrait que je l'ajoute dans mon dictionnaire. Fait que là, c'est quoi que je veux dans mon dictionnaire? C'est une association contrôle à une fonction de relâchement puis une fonction d'appui. Fait que pour garder ça simple, je vais tout simplement dire que chaque élément dans Mappings, c'est... Donc ici, Mappings, je vais m'ajouter un élément qui correspond au nom de mon input. Donc, comme ça, quand j'obtiens un input, je peux juste aller voir c'est quoi ces fonctions associées dans le dictionnaire. C'est un peu ça le but. Je mets le nom de mon input.
ici. Puis, qu'est-ce que je vais lui mettre? Je vais lui mettre un dictionnaire de 2 éléments, ou j'aurais pu mettre un tuple, ça revient au même, mais ici, juste pour garder ça clair, je vais mettre un dictionnaire. La clé, c'est l'état de la touche, puis la valeur, ça va être l'action à appeler. Fait que là, vous voyez qu'encore là, des dictionnaires, des listes, en Python, ça revient pas mal toujours à ça. Dans d'autres langages, surtout en C++, des fois, on utilise un peu moins, de façon aussi avancée que ça, les structures de données, juste pour des raisons de performance, mais en Python, on s'en sert en masse, comme vous avez pu voir depuis le début de la session. All right. True, qu'est-ce que je veux appeler quand l'état est true? C'est press, puis quand c'est false, j'appelle release, comme ça. Fait que ici, je vais juste les renommer. Pressed et released, parce qu'on aime ça avoir des bons noms qui veulent dire quelque chose. Et voilà. Donc ici, false, 2 points released. OK, OK. Puis ensuite, je retourne ça. On va garder ça pour l'instant. On va voir si ça marche de le faire comme ça. Donc moi, ce que je veux, c'est quand j'appuie sur A, qui est le south, donc ça, c'est le sud, et ça, c'est l'est. Donc, je veux que ça, ce soit Do et ça, ce soit Sol. On va voir si ça marche. Donc, ici, Load Input Mappings. On enlève cette ligne-là qui ne sert à rien. Puis on voit si je n'ai pas fait une niaiserie. J'ai fait une niaiserie. Custom Actions is not defined. Donc, ici, zut. Custom Actions, ici, on va juste mettre un dictionnaire vide. On va y revenir plus tard aux actions custom. Alright, Mappings, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai bouton East. On voit que bouton East, maintenant, il est rendu en minuscule et bouton South est aussi en minuscule. Dans un fichier ini, le nom des clés ici est jamais sensible à la casse. Par définition, pour supporter pas mal tous les formats. Comme je vous dis, c'est un vieux format. Souvent, les vieux formats ne sont pas sensibles à la casse, surtout sur Windows. Windows, vous savez que les noms de fichiers, les noms de dossiers ne sont pas sensibles à la casse, alors qu'ils le sont sur la majorité des systèmes Unix. Fait qu'ici, quand je vais vouloir accéder à mon dictionnaire, il va falloir que je m'assure que le type, le code qui est retourné, il va toujours le retourner en majuscule. Je vais le mettre en minuscule d'abord. OK. Fait qu'ici, on arrête ça, parce qu'on sait que dans mon mapping, il y a les bonnes choses. Là, je vais checker. OK, est-ce que mon code, fait qu'ici, on va commencer par mettre mon code, donc lower code, ou mettons input code. On va l'appeler BTN. On va l'appeler juste BTN. BTN est égal à l'event.code.lower. Donc, je m'assure de garder minuscule. Puis, l'état, ça va être le .state converti en booléen. Même si 0 et 1, c'est la même chose qu'un booléen, mais ici, on va les garder directement en true et en false. OK, donc si le bouton que je suis en train de traiter est dans mon mapping, alors, je veux appeler, fait que si state, donc ici, on va l'appeler, mettons, pressed. Donc, if pressed, j'appelle mappings btn true. Donc, mappings, ça représente un ensemble de clés-valeurs dont la clé est le nom du bouton et la valeur est un dictionnaire de 2 éléments représentant les actions à faire. Donc, ça me donne ma liste d'actions. Puis, crochet true, ça me donne l'action à faire quand il est appuyé. Et je l'appelle. Donc, tout ça, c'est une fonction qui est dans un dictionnaire, qui est en fait une fermeture lexicale, et je vais juste mettre les parenthèses pour l'appeler. Puis else, donc ici, else, mappings, btn, false, comme ça. Maintenant, on voit que, là, j'ai dit, si ça est true, appelle le true, si ça est false, appelle le false. Je pourrais tout simplement remplacer ça par, ici, utiliser le pressed directement comme
clé dans mon dictionnaire de deux fonctions. Fait que comme ça. Fait que quand j'appuie sur la touche, ça va appeler celui qui a le press, donc celui qui est true. Puis quand je le relâche, ça va appuyer ça va, pardon, activer celui qui est false, qui va relâcher la note. On va voir si ça marche. Uh-huh. Alright. So far, so good. On a ce qu'il faut. OK. Ça fait déjà un bout qu'on est là-dessus. Là, on a réussi à faire comme, je vous dirais, 50% de la job. Là, ça, c'était la partie un peu compliquée de comprendre comment j'envoie les messages, c'est quoi un callback, comment je veux utiliser mes callbacks, c'est quoi les outputs MIDI, pourquoi on dirait qu'il y a un press release. Est-ce qu'il y a un press release? Excusez-moi, je n'ai pas regardé mon OBS. Non, ouais, c'est vrai, il y en a un. On va regarder. Est-ce que c'est parce qu'il y a une note qui est envoyée deux fois? Fait qu'ici, je vais juste faire un print de pressed. Donc, mettons btn pressed comme ça. Wow, attends avant de faire un plus 1, là. Fait qu'il n'est pas activé deux fois. Est-ce que c'est parce que j'enverrai mon message deux fois? Ou est-ce que c'est à cause que Mido envoie mal les messages de note on et de note off? Oh, attendez, je pense que je sais c'est quoi. Oui, en effet, on va devoir mettre un plus 1 parce que c'est moi qui ai mal géré Synthesia. Je crois que c'est ça. Ah, there it is. OK. Ignore input. Et voilà. Je pense que c'est ça. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pas ça. Oh well. OK, on va prendre une pause. Ça a déjà définitivement été un plus 1 sur l'erreur pour ça. On va prendre une pause. On va se revoir dans, mettons, 10 minutes et on va compléter le reste encore là sous forme de démonstration. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Ah ouais, un plus 2. Un plus 2 parce que j'ai mal diagnostiqué. Oui, en effet. Un plus 2. Alright, donc à tout à l'heure. Comme ça.
Alright, nous sommes de retour. Mon piano est correct. Ok, tout est bon. Durant la pause, j'ai fait du gros débogage très avancé là, en allant regarder dans les fichiers du système d'exploitation là, pour savoir, puis aller regarder dans les process, c'est qui avait un handle, là, pour vraiment comprendre c'était quoi l'erreur qu'on avait tantôt. Non, c'est pas vrai. J'ai juste checké dans ma barre de tâches. Turns out que j'avais fait rouler le programme 2 fois en même temps. Fait il y avait juste 2 programmes qui roulaient, qui envoyaient des inputs en même temps au clavier. Yeah. Checkez le nombre de process qui roulent quand vous débuguez vos affaires. Alright. On va continuer, puis on va essayer d'aller un peu plus vite, parce que là, on a compris comme le concept. Puis là, il faut juste comme faire le reste pour être capable d'arriver au produit final. Donc, quand je veux loader mes mappings ici, j'ai déjà été capable de faire qu'est-ce qui doit arriver dans le cas où je dois
jouer une seule note. Donc, si ce que je trouve ici à droite, c'est une note, alors je le joue. Fait que mettons, juste pour garder ça, ici, TR. TR, ça veut dire le trigger. Donc, ça, c'est TR. Mettons, le bouton A, on va mettre ça comme Do majeur. Donc, ça va être notre A. Donc, notre 1 plutôt. East, ça va être notre 6. Donc, La mineur. West, autrement dit, X, ça va être notre Fa majeur, notre 4. Et finalement, North ou Y, ça va être Sol majeur, donc la dominante. Alright, on va faire ce qu'on a fait ici pour les callbacks de une note, mais maintenant pour les callbacks d'accords. Fait qu'est-ce que je veux faire si j'ai un callback d'accord ici? Ben, je vais faire la même chose que j'ai faite là. Sauf que ici, au lieu d'envoyer directement un seul message pour l'action au complet, j'ai besoin de passer à travers la liste des notes. Et cette liste de notes-là, ça va correspondre à mon accord. Donc, j'ai plusieurs messages envoyés pour chaque output. OK, fait que je vais garder ce code-là. Là, je veux sûr que je dois passer à travers mon accord. Donc, mon accord, il est passé en premier paramètre ici. Donc, for, mettons, note in chord notes. Donc, pourquoi que je fais ça ici? Chord, ici, ça, c'est le nom de mon accord. Donc, ça serait, mettons, Do majeur. Et chord notes, c'est le contenu de cette affaire-là. Donc, ce qui représente, c'est quoi les notes qu'il y a dans chaque accord. Donc, je fais pour chaque note dans cet accord-là, dans les notes qui représentent cet accord-là. Donc, c'est pour ça ici que je fais chord notes chord. Ben, je veux envoyer un message qui correspond à cette note-là. Donc, ici, note, comme ça. Mais là, c'est pas super beau parce que là, j'ai fait du copier-coller. J'ai toujours ce code-là qui va se répéter à plusieurs endroits. Je pourrais aller mettre ça dans une fonction. Fait qu'on va faire ça vite vite. Mettons send note on MIDI note. Puis même encore mieux. Donc, note name. Name to MIDI. MIDI outputs. On prend ce code-là. On le fout là. No name to MIDI. Note name, c'est bon. On fait la même chose pour envoyer le note off. Puis là, on prend le code qu'il y a là et on le met là. Comme ça. Fait que ici, dans ma fonction, j'ai juste besoin de faire, mettons, send note on, auquel j'y passe le nom de la note et mon name to MIDI et mes outputs. Donc, ma liste de claviers vers lesquels je vais envoyer. Je fais la même chose là, mais pour le note off. Notre code est déjà une petite affaire plus clean en faisant ça. Je pense que tout le monde est d'accord. Fait qu'ici, pour chacune des notes dans l'accord, eh bien, j'envoie la note. Donc, puis ici, c'est note comme ça. Mon name to MIDI est bon. Mon MIDI output, c'est bon. Puis même affaire, ici, je fais pour chaque note dans l'accord, send note off, note, name to MIDI, MIDI outputs. Vous allez voir que nos fonctions, ils ont beaucoup de paramètres. Hein? On traîne toujours les mêmes données à chaque fois. Ça a l'air d'être comme un peu gossant. Quand on va faire l'orienté objet plus tard dans la session, vous allez voir que ça va régler ces problèmes-là. Mais pour l'instant, on va juste comme accepter que
nos fonctions ont beaucoup de paramètres, qu'on a beaucoup de données à traîner. Alright. Donc, action fn pressed, c'est bon. Fait que là, j'ai généré mon callback ici pour le bouton appuyé. J'ai généré mon callback pour le bouton relâché. Maintenant, pour l'input mapping, fait que je vais faire la même affaire que j'ai faite là, mais maintenant. Donc, if action name in chord notes. Donc, chord notes, c'est ce qui me donne ma liste d'accords que je reconnais. Donc, si le nom de l'action correspond à un accord reconnu, alors c'est une action qui doit jouer un accord, assez clairement, comme on l'a fait pour les notes simples. Donc, si mon action est un accord, je fais la même chose que j'ai faite là, c'est-à-dire je construis mes callbacks, mais cette fois-ci avec la bonne fonction. Le nom de l'action, name to MIDI. Ici, il faut que je lui passe aussi les accords. Donc mes 4 paramètres là. Et je fais essentiellement la même chose que j'ai faite là. Donc, je fais mappings, gamepad input, c'est-à-dire le nom de la commande. True, pressed, false, released. Encore là, j'ai un peu de répétition de code, c'est pas super beau. Sommes-nous de retour? Yeah. Yeah. Oh non. À un moment donné, j'ai juste vu, OBS a capoté, puis il était comme, non, ça me tente plus de streamer. So, des choses qui arrivent. Ah, la beauté de l'enseignement en ligne. Comme je vous dis, c'est pas vraiment différent d'être en présentiel, puis de voir le chargé en avant, avoir un petit gel de cerveau. Là. Oui, je suis câblé en ce moment, fait que c'était pas un problème de réseau. D'après moi, c'est OBS qui a eu un problème. Oh well. Je sais pas combien de temps vous en avez manqué, mais je vais répéter, mettons, la dernière 30 secondes. Le nombre de gens présents bondit quand ça crash. C'est une bonne question. Je n'avais pas remarqué ça. Checkez ça une autre fois. Alright, donc comme je disais, ici je fais la même chose que j'ai fait pour les notes simples, mais pour les accords. Mais là, ici, comme on voit, j'ai comme du code qui se répète pas mal. Le code que je fais ici, je pourrais le mettre une seule fois. Fait que ce que je vais faire, c'est que press released, je vais commencer par les déclarer ici. Pressed released égale, puis mettons none, none. Puis ce code-là, donc qui met ça dans le dictionnaire, je vais le mettre à l'extérieur des if. Alright. Fait que là, j'ai mes accords, c'est bon. Une fois que j'ai ça, donc là, ici, j'ai réussi à mapper mes accords avec mes boutons. C'est à savoir, est-ce que je suis capable de... Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose dans cette boucle-là? Fait qu'on va y penser. Qu'est-ce que cette boucle-là fait? Elle check, OK, c'est beau, j'ai ma commande. Donc ça, c'est le bouton de la manette qui a été appuyé. Je vérifie, est-ce que ce bouton-là apparaît dans mon mapping? Si oui, j'exécute l'action qui correspond à l'état en particulier. Puis ben, ici, je fais juste une impression pour le fun, là, mais ça, c'était pas nécessaire. J'ai comme rien vraiment d'autre à faire. Parce que j'ai déjà mes actions mappées sur la bonne chose, fait que j'ai plus besoin vraiment de toucher à mon main. Si je veux être un petit peu plus sécuritaire, ce que je pourrais mettre ici, c'est un petit if is not none. Donc, si donc mes callbacks ici. Donc mes callbacks, on va se mettre ça dans une petite variable là, comme ça.
plutôt que de toujours accéder au dictionnaire à chaque fois. Donc, mappings, btn de même. If callback state. Donc, autrement dit, si le callback associé à cet état-là n'est pas nul, alors je l'exécute. Comme ça nous permet de mettre des actions nulles sur le relâchement ou des actions nulles sur l'appui de la touche. Puis même si on veut être encore plus sûr, si l'état est dans callback state, est dans callbacks. Donc callbacks ici, c'est les callbacks associés à ce bouton-là. OK. On essaye avec ça. Est-ce que ça va marcher? Non. Ici, ça ne s'appelle pas state, ça s'appelle press. Donc, un petit +1 sur le compteur. Callbacks is not defined. Parce que ici, j'ai fait une faute de frappe. Donc, bien sûr, comme tout bon programmeur, je suis complètement dyslexique quand j'écris du code, même si je ne le suis pas dans la vie en général. OK, OK, c'est bon. Il y a des choses qui se passent. Puis là, si on débug, ici, on va s'assurer qu'on a fait nos choses comme il faut. FN released, pressed, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'oublierais comme truc? Donc ça c'est toujours le problème. Hein? Bon, c'est sûr que comme d'habitude, j'écris du code devant vous, fait que c'est pas comme si... c'est pas comme si je faisais juste copier-coller du code que je sais qui fonctionne déjà. Là. Chose que je devrais peut-être commencer à faire, mais je trouve que c'est un peu plus dynamique si j'écris le code devant vous. C'est un peu moins plate, sinon j'ai juste besoin de poster le code, puis mettre quelques commentaires, puis et voilà, c'est fini. Là. False et true, if pressed true in callbacks and callbacks pressed. Oh! Is none. Is not none. Wow! Wow! Je vous jure que je sais programmer, guys. Je vous jure que je sais programmer. Je vous jure que je sais programmer. Yay! Fait que là, on a quelque chose qui a de l'allure. Fait que là, qu'est-ce qu'on a vu comme... Qu'est-ce qu'on a mis comme ici, comme input? Donc, on a dit, le trigger ici fait Do. Donc, Do 4. On a notre 1 sur A, notre 4 sur X, notre 6 sur B, notre 5 sur Y. Et on peut revenir à 1. Donc, maintenant, je peux faire... Come on. Come on.
Dans combien de cours à l'université vous pensez que vous allez faire ça? Là? Dire comment? Ouais, peut-être en projet intégrateur. Alright. Mais il y a plus. Il y a plus. Il y a une feature qu'on n'a pas encore traitée. Ici, bon, c'est beau, là, j'ai créé mes inputs. D'ailleurs, étant donné que tout est dans des fichiers, si j'ai besoin d'ajouter des commandes, ou plutôt, en fait, si j'ai besoin d'ajouter des accords, mettons que je veux supporter l'accord de 2. Fait que, mettons, au lieu, là, sur B, ici, mettons, au lieu de jouer l'accord de 6, je voudrais jouer l'accord de 2. Ben, l'accord de 2, c'est quoi? C'est Ré mineur. Hein? Le 2 dans le ton de Do. Ouais. Piano cam marche pas de ce niveau-là. Excusez-moi, je vais juste aller refixer la piano cam. Comme ça. Ok, c'est bon. Donc, le 2, c'est Ré mineur. Fait qu'on va se mettre un Ré mineur. Il faut que j'ajoute les lettres de Ré mineur. Fait que mettons qu'on va le mettre à l'état fondamental. Ici, on va se rajouter un autre accord qui va être Ré mineur. Puis c'est quoi les notes? C'est Ré. Prochain cours, je sais pas, qu'est-ce qu'on va programmer. Un jeu, ça peut être commencé. Ouais, c'est un peu compliqué de programmer un jeu. Là. Ouais, c'est ça. Je suis déçu qu'il n'y ait pas de Witcher 4, fait qu'on va le programmer nous-mêmes en INF 1007. Donc c'est, voyons, c'est quoi déjà? C'est Ré, Fa, fait qu'on va mettre, mettons, Ré 3, Fa 3 et La 3. Donc comme ça à l'état fondamental. Puis ici, Ré majeur, non, Ré mineur, merci. Les images vont être des TXT, ouais. Puis la géométrie, ça va être dans des CSV. OK. Qu'est-ce que j'avais dit? Le North, c'était Ré mineur. Le North, c'est Ré mineur. Yay! Mettons, on va dire, parce qu'il faut quand même avoir notre accord de 5. Là, voyons, on n'est pas des dégénérés qui font jamais de cadence parfaite. Donc, le East ici, on va mettre notre Ré mineur. On va mettre l'accord de 2. Là, on peut se passer de l'accord de 6. Ou est-ce qu'on peut se passer de l'accord de 6? Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'accord de 2 substitue un accord de 4. C'est une sous-dominante. Ça peut être une sous-dominante. OK, Ré mineur comme ça. Et voilà. OK, on roule ça une autre fois. All right. OK. Mais mettons que je veux faire quelque chose qui n'est pas envoyer une note ou je veux faire quelque chose de spécial. Comment je peux le faire? Je vais m'ajouter des actions qui sont custom. Donc ici, on peut voir que j'ai un autre paramètre que je me suis mis qui est Custom Actions, qui sont un dictionnaire d'actions à faire sur une note en particulier. Pas sur une note, mais sur une action. Fait que, ici, les noms de nos actions, hein, fait que ça, c'est le contrôle, ça, c'est l'action, hein, la commande, l'action. L'action, c'était le nom d'une note ou le nom d'un accord. Mais mettons, je veux mettre un nom custom. Je vais me faire un dictionnaire qui aurait, mettons, cette forme-là. Fait que ici, c'est pour ça que j'avais mis ça en commentaire tout à l'heure. Mettons que je me fais une custom action qui s'appelle foo, qui fait juste afficher hello quand c'est appuyé, puis qui affiche bye quand c'est relâché. Ben ça, mon custom action, ça va être un dictionnaire où chacune des clés est le nom d'une action custom, puis où chacune des valeurs, de la même façon que ce l'est pour quand j'utilise les fonctions que j'ai faites là, ça va être un dictionnaire avec un true et un false pour appuyer, relâcher. Fait que je vais me rajouter cette option-là. Mais pour ça, il faudrait que je me construise le callback. Ici, le callback va être quand même simple à faire. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'on a besoin de faire, c'est même affaire qu'on a faite là. Donc,
ici, on se ferait, mettons, pressed, released. On va se mettre un none. Parce qu'on pourrait ne pas avoir de relâchement ou d'appui. Donc, faire une action seulement sur un appui, mais pas sur un relâchement. Ça pourrait être intéressant. OK. Si... oups. Change de paragraphe, s'il vous plaît. Ouais. Donc, si custom actions action name true is not none. Puis ici, on va être encore plus safe. If true in custom actions. And ça, c'est... On pourrait assumer qu'il y a toujours un true et un false. OK, c'est bon. Si c'est le cas, alors je vais me définir une fonction que je vais appeler, mettons, action fn pressed. Je vais appeler juste fn pressed, mettons. Ouais, comme ça. Puis qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va exécuter la fonction qui est à cet endroit-là. Donc, action pressed, ça va être true. Puis je vais lui passer, mettons, MIDI outputs. Parce que ça pourrait avoir besoin des outputs MIDI. Donc, on va dire que les fonctions qui sont passées à custom actions, comme je les ai faites là, ici, c'est des fonctions qui prennent au moins un paramètre qui serait l'output MIDI, par exemple. Fait que ça, c'est bon. Fait que ce serait juste ça. Pressed égale action fn pressed. Donc, je vais juste prendre la valeur. Je prends la fonction puis je la mets dans cette variable-là. Puis ensuite, je fais le return comme un tuple. Puis là, ensuite, je fais un if. Je ne fais pas un else if. Je fais un autre if parce que les deux sont indépendants. Donc, if false et false. Là, j'ai un petit peu de répétition de code, mais on va dealer avec, là. Dans ce cas-ci, une macro aurait pu être intéressante. Probablement que si j'étais en C++, c'est le genre de choses que je ferais avec une macro. Donc, released. Released égale ça. Et ensuite, je return le tout. Donc, ce que je viens de faire, c'est que je définis un callback si l'action que je veux faire a besoin d'en avoir un. Donc, ici, je me suis défini un callback pour hello quand c'est appuyé et bye quand c'est relâché. Mais j'aurais pu décider de ne pas rien mettre pour quand c'est relâché. Donc, quand c'est relâché, j'aurais pu mettre none, auquel cas, il s'affiche juste hello quand j'appuie, puis ça ne fait rien quand je relâche. Mais là, on va mettre les deux. On s'entend que l'action en question ici, ça doit être une fonction ou un objet fonctionnel qui est défini comme étant une fonction à un paramètre ou un objet fonctionnel à un paramètre. OK. Puis ici, dans mon mapping, donc si le nom de mon action est une action custom, donc, et dans custom actions, alors pressed released égale, puis là, je vais appeler ma fonction qui construit un callback pour une action custom, auquel je passe le nom de l'action, la liste des actions custom et la liste des outputs MIDI. OK. On commence à avoir de quoi, là. Bon, ici, je devrais mettre ça dans des else if parce que ça ne peut pas être à la fois un et l'autre. Donc ici, on va mettre des elif. Puis ben, ici, on pourrait dire qu'on ne fait pas le mapping si les deux sont none, mais on s'en fout. OK. Là, ensuite, j'enregistre mes custom actions. Fait qu'ici, dans mapping, j'ajoute mes custom actions qui sont fous. Donc, j'en ai juste une qui est fou, qui fait hello et qui fait bye. Donc ici, dans mes contrôles, je vais m'ajouter comme ça. Ici, c'était des accords. Ça, ici, c'est une note. Je vais dire que, mettons, sur le trigger de droite,
Donc, le trigger de droite, c'est un axe. Donc, il va de 0 à 255. Autrement dit, s'il est à 0, ça donne false. Et s'il est différent de 0, ça donne true. Donc, c'est pour ça, entre autres, que je faisais tantôt une conversion en booléen sur l'état. Donc, si j'ai un axe ici qui est le trigger, s'il est à 0, ça va me donner false. Autrement dit, relâché. Et s'il est différent de 0, ça va me donner true, autrement dit appuyé. Donc, si je fais juste l'appuyer un tout petit peu, ça devrait faire true. Pour les biens de l'exercice, on va dire que c'est bon. C'est probablement pas une bonne idée de le faire comme ça, toutefois. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mapper ça sur un autre bouton. On va mapper ça sur le bouton qui est ici. Parce que je sais que c'est TL. Donc, BTN TL. Encore là, ça, il a fallu que j'aille regarder dans la documentation. Même pas dans la documentation, en fait, dans le code source de la librairie pour être capable de trouver c'était quoi les noms de touches. Pas un gros fan, honnêtement. Puis il avait fallu que je cherche un petit peu, là. Yeah, c'est ça. Des trucs de même. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. OK, donc TL égale foo. Foo étant le nom d'une action custom. Donc, si je mettais ici quelque chose qui n'est pas une action custom, qui n'est pas une note ou qui n'est pas un accord, ça ferait juste rien. Parce que ça ne rentrerait pas dans ce if-là. Ou en fait, plutôt, ça ne rentrerait pas ici. Mais ce n'est pas une bonne idée. Donc, OK, on essaie d'exécuter ça. On voit si ça marche. Nope. Name action not defined. Oui, parce que je l'ai appelé action name. Plus 1. Et j'ai oublié de remplacer partout. Parce que je suis pas le couteau le plus aiguisé dans la cuisine. Donc un autre plus 1. OK. Sur quoi on l'avait mappé déjà? Fait qu'on voit, ça fait hello. OK, c'est beau. Puis est-ce qu'on a enregistré le foo 1 qui est ici? Non, parce qu'ici, on a mis true au lieu de mettre false. Fait qu'il y a un autre petit plus 1. Fait que là, ça fait hello et ça fait bye. Donc, si j'appuie dessus, ça fait hello, puis là, ça fait bye. Ça fait hello, ça fait bye. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Il nous reste encore du temps. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ajouter une autre action custom, mais qui est cette fois-ci d'activer la pédale de mon piano. Donc, je vais commencer par voir c'est quoi la pédale de mon piano, c'est quoi la commande que ça envoie. Puis si on va voir si je suis capable de faire ça en comme 5 minutes. Alright, donc, import mido. Mido.a donc for message in c'est quoi, c'est mido.open input mon input c'est um10 print message. Si je fais ça, c'est bon. On va appuyer sur la pédale. All right. Donc, la pédale s'envoie un control change
dans chacun des channels avec un numéro 64. Donc, 64 veut dire pédale, 127 veut dire on et 0 veut dire off, j'imagine. Alright, on est capable de faire ça, les boys. Moi, je sais qu'on est capable de faire ça. Donc, def, sustain on. Ça, c'était pas préparé, là, by the way, là, c'est moi qui improvise. Parce que ça me tentait de voir si j'étais capable de le faire. Donc, sustain on. Outputs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'envoie un message. Fait qu'on va faire du beau petit copier-coller. Donc, ici, c'est pas note on, c'est control change. C'est bien un control change et non pas un program change. Oui. Control change, on va mettre juste le premier channel. On va en envoyer juste un parce que j'ai pas besoin de le faire pour plusieurs channels. Channel égale 0. Control égale 64. Puis value égale 127 quand c'est à on. Puis quand c'est à off, ça va être 0. On espère que ça marche. Je ne vous garantis pas que ça va marcher. Mais ce serait vraiment le fun si je pouvais contrôler la pédale du piano à partir de la manette. OK. Donc, Custom Action Foo. Puis l'autre, on va l'appeler Sustain. Donc, True, c'est Sustain On. False, c'est Sustain Off. Est-ce que ça va marcher? Premièrement, est-ce que ça va planter? Là, la question. Ça devrait pas, en théorie. OK, bon, ça plante pas. Maintenant, si je fais... Hey, la pédale marche. All right. Donc ça, c'est si je le fais en staccato. Puis si je laisse la pédale appuyée. Et voilà, ça conclut le cours d'aujourd'hui. On a réussi à contrôler notre synthétiseur MIDI en jouant des accords grâce à la manette et même à contrôler la pédale. Donc, comme je vous dis, ça a été un peu plus magistral aujourd'hui. On n'a pas, je vous ai pas laissé, je vous ai pas laissé faire. Je n'ai pas essayé de voir si vous étiez capable de le faire par vous-même. De un, parce que je sais que la moitié, au moins la moitié de la job là-dedans, c'est même pas du design puis de la programmation, c'est juste de comprendre comment utiliser les librairies. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment besoin de vous apprendre parce que, ultimement, les librairies, vous êtes capable de les apprendre par vous-même. Il faut juste regarder la documentation et de temps en temps faire des essais-erreurs, regarder les snippets de code. Donc, pour connaître c'était quoi les boutons sur ma manette, parce que c'est des noms qui sont vraiment bizarres. Là. Nord, sud, est, ouest, je n'ai pas vu ça beaucoup dans les librairies comme nom de bouton. Fait qu'il a fallu que j'expérimente un peu avant de le trouver. Puis ça risque de rester pas mal à ça. Est-ce que je vais updater les repos? C'est sûr que le code, oui, là, comme toujours. Ensuite, est-ce que je vais me donner la peine de tout écrire le README? Je vais essayer. Je ne vous fais pas de promesses. Parce que honnêtement, ça me prend quand même énormément de temps de faire ces exercices-là, comme vous pouvez le remarquer. Là, c'est pas des exercices que j'ai pu trouver sur Internet qui sont genre trucs typiques, trier une liste puis m'aider dans un dictionnaire. Là. Fait qu'il a quand même fallu que je fasse des recherches puis que je trouve ça. Donc, ouais. Ça prend beaucoup de temps à faire, là, ces exercices-là. Mais je pense que quand même vous l'appréciez. Là. Et nous, si vous voulez des exercices classiques, vous pouvez les regarder sur Internet. Vous pouvez toujours regarder les trucs qu'il y a dans les autres sections. Les exercices des autres sections, le cycle des chargés font des trucs un peu plus traditionnels. Fait que vous pouvez aller regarder ceux-là aussi. Fait que je vais essayer. Je vais essayer de documenter, mais je ne vous fais pas de promesses. Au prochain cours, on va pas continuer là-dessus. On va essayer de faire des fichiers binaires
parce que je sais que ça, traditionnellement, tu sais, j'ai quand même donné beaucoup de les laboratoires dans l'autre cours de programmation, puis j'ai donné les cours aussi. Je sais que les fichiers binaires, même si c'est des fichiers qui sont extrêmement simples, ça en rend quelques-uns confus. Fait qu'on va essayer de travailler avec des fichiers binaires la prochaine fois. Je vous garantis pas que ça va être aussi bien, pas aussi bien monté, mais plutôt aussi intéressant que ça. Là. Ça risque d'être un peu plus classique. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai malheureusement pas réussi à speedrun le cours aujourd'hui. On va finir à l'heure juste. Parlant de speedrun d'ailleurs, j'étais très déçu parce que après l'examen, tu sais, ça fait quand même quelques jours qu'on a fait l'intra. Je suis allé sur speedrun.com. Puis quand on cherche INF 1007 sur speedrun.com, il n'y a rien qui apparaît. Je suis déçu. Il n'y a personne qui a mis ses runs de intra% d'INF 1007 sur speedrun.com. Très décevant. On devrait rajouter un jeu qui est PolyMTL. PolyMTL Simulator. Avec une catégorie BING%. Le premier qui finit son bac. Pour INF 1007, on pourrait avoir la catégorie Final%. Donc le premier qui finit son final, peu importe la note qu'il obtient. Non, je pense pas qu'il y ait des gens qui ont déjà fait ça. Parce que quand tu. Faut quand même que tu fasses approuver le jeu. Fait que, ultimement, il faut que ce soit un vrai jeu. Mais. Il y aurait quelqu'un qui pourrait prendre genre 2-3 heures pour faire un jeu web niaiseux. Puis appeler ça genre PolyMTL Simulator. Mais les scores que tu mets, c'est tout simplement les temps de tes intras. Alright. Mais anyway, il faut que vous vous filmiez. Fait que vous devez filmer votre run pour qu'elle soit valide. Vous pouvez pas la streamer par contre, s'il vous plaît, streamez-vous pas en faisant votre examen. Alright. J'ai assez dit niaiserie. On va arrêter là pour aujourd'hui, puis on va se voir au prochain cours. Donc, bon reste de semaine à tous et soyez sages.